Yeah, good morning, what's up guys? Today we're gonna show you the brand new Polo 4. Yeah, and the Autobahn, good morning. Yes. Autobahn, bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va vous présenter, donc c'est le test complet de la Polo 4. La Polo 4, construite par le constructeur allemand Volkswagen, elle est pour l'époque incroyablement copiée de la Skoda Fabia et de la Seat Ibiza. Et la logique voudra qu'elle succédera à la Polo 3. Logique. Au moment de sa sortie, elle s'est déclinée en deux versions, en termes techniques appelées 9N1 et 9N2. Esthétiquement, c'est la même voiture. Les deux déclinaisons seront différentes sur deux points, c'est-à-dire la gamme, c'est-à-dire je pense les options, ce qu'on pouvait avoir à l'intérieur du véhicule et quelques choses techniques. Niveau esthétique, les deux gammes, les 9N1 et les 9NE, esthétiquement ça ne change presque rien. Tout ce qui va changer c'est d'ordre technique. Et au début des années 2001, Volkswagen produit plus de 7 millions d'exemplaires de cette Polo. La 9N1 sortie en 2001 jusqu'à 2003, elle adoptera la face avant de sa petite sœur, c'est-à-dire la Volkswagen Lupo. Elle adoptera un intérieur classique, sobre mais bien fini quand même. Elle existera en deux types de châssis, c'est-à-dire 3 et 5 portes, ainsi qu'une version berline 4 portes. Et après la version 9N1, en 2003 jusqu'à 2005, il y a la version 9N2 qui sort. Alors pourquoi ils ont fait une deuxième version? C'est parce que Volkswagen, en fait, par rapport aux concurrents de la Polo était trop chère. Était beaucoup trop chère, était pas rentable pour la marque. Alors du coup, ils ont fait une nouvelle version, donc la 9N2 comme j'ai dit, qui servait à enlever quelques trucs esthétiquement. La voiture était remaniée pour que ça coûte moins cher à la marque en fait. La Polo 4 notamment existe aussi en plusieurs séries spéciales avec notamment la Polo Plus. Il y avait aussi l'Air Plus qui disposait du toit ouvrant. Il y avait aussi la Comfort Plus avec des jantes alliage 15 pouces et des anti-brouillards. Et plein d'autres. Après, si je vous laisse aller voir par vous-même si ça vous intéresse. Si cette Polo 4 reprend les anciennes motorations 1.9 TDI, 1.9 SDI, Volkswagen apportera à cette voiture un nouveau 3 cylindres, c'est-à-dire un 1.2 essence et un 1.9 TDI. Le 1.2 essence développé entre 55 et 65 chevaux et le 1.9 de 100 à 130. Malgré toute cette palette de motorisation, le 1.2 essence et le 1.9 TDI seront les plus vendus sur ce modèle. Et on ne vous a aussi pas parlé de la 9N3, on va en parler un petit peu fin 2005, début 2006. Alors pourquoi la 9N3? Donc c'est la dernière catégorie de la Polo. C'est parce que face aux concurrences d'à l'époque, il fallait un petit peu plus la moderniser, un petit peu plus la restyler, parce que les ventes commençaient à s'essouffler. Et trop vieillissante comparée à la concurrence. Et du coup, il fallait un petit peu la moderniser pour que les ventes remontent un petit peu plus. Le restylage concerne notamment la face avant et la face arrière de la Polo, ainsi qu'une nouvelle sellerie. Vous voulez surtout moderniser l'image de la voiture parce que c'était un peu vieillissant. C'est ça. Une Polo 4 de 2005, 1,2 litre essence de 64 chevaux. Vu qu'on pense quand même à notre communauté, comme on le faisait au début pour la 4 et tout, est-ce que jeune permis ça vaut le coup? Bah écoute, ça vaut le coup, oui. Franchement, oui, c'est une bonne voiture pour jeune permis parce que en fait, c'est une voiture qui est pas très puissante, qui est géniale pour quand vous commencez à conduire et surtout, elle vous coûtera rien à l'assurance. Pour donner un petit peu les prix, on est sur une année à 250 € à peu près, une trentaine d'euros par mois. Après, tout dépend quelle clinaison d'assurance vous prenez, c'est-à-dire tout risque, assurance plus, tiers plus. Seul point noir, forcément, parce qu'on vous l'expliquera plus tard, c'est une motorisation à chaîne. Malheureusement, comparé, on va dire, à un moteur normal à courroie, ça consommera un peu plus. Voilà. C'est le seul petit point noir en tant que jeune permis, c'est la consommation. Mais sinon,
assurance, carte grise, tout ça, relativement ça va. On va en parler un peu plus tard, un peu plus en détail, mais c'est vrai que la consommation, parce que aussi c'est une voiture qui est très lourde pour la motorisation qu'elle a. Bah, après c'est une voiture de couleur grise, je pense que vous voyez. Bon, la couleur là, c'est vraiment la couleur principale de chez Polo, Même Volkswagen, même hein, Volkswagen, c'est hein, noir, gris, rouge. À noter quelque chose qui est très bien, il y a des jantes alu dessus. 15 pouces, qui est les pneus en soi va pas vous coûter très cher. Comme je dis, c'est une voiture pas très puissante, donc aussi la consommation de pneus, vous n'allez pas vous consommer un trait pneu par an. Alors c'est une 5 portes, c'est ça que j'aime bien sur cette voiture, elle est pas trop longue pour une 5 portes. Bah après c'était le but, ça devait rester une catégorie compacte hein, quand même. Et le derrière se présente comme ça. Alors oui, alors comment dire, normalement, dans une voiture normalement constituée, il y a l'essuie-glace arrière. Là, il y a eu un léger oubli. Il y a eu l'antenne qui est à moitié cassée aussi. Cette Polo était à partir de 21 322 € exactement. Hors taxe, hors option. Hors taxe, hors option 9. Je pense que maintenant ça se vend plus neuf. Hein. Aujourd'hui, pour avoir une Polo en bon état, relativement pas trop kilométrée, la cote tourne autour des 3000, ce qui est relativement correct. En occasion. En occasion, oui, précisé. Et maintenant, mesdames et messieurs, on vous présente le moteur. Voilà mesdames et messieurs, on vous présente un 1,2 litre 64 chevaux, essence, c'est très petit. Il y a beaucoup de place à noter pour travailler dessus. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour une année 2005, c'est-à-dire après les années 2000, je trouve qu'il y a relativement beaucoup de place, beaucoup de choses accessibles, surtout pour la grosse mécanique, parce que juste plus qu'un truc, des fois on doit tomber le moteur. Il y a ce qu'on appelle les supports moteurs apparents. Alors, ce qui est génial, c'est que des fois, ça arrive grosse mécanique, on doit tomber le moteur. Avoir tout ça accessible, je pense que c'est déjà mieux. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez un filtre à air dans cette voiture? C'est normal. Alors, le filtre à air, en fait, c'est ça. C'est tout ça, le filtre à air. Si vous préférez, l'air passe par ici. Et en fait, la boîte à air, je sais pas si vous la voyez derrière, elle fait tout le long, en fait. Tout ça, c'est la boîte à air. Ça, c'est pas un cache, c'est la boîte à air. Ensuite, vous avez le cache batterie, hein, tout simplement, avec la batterie. Il y a un truc qui m'a choqué, hein, comparé à d'autres voitures. Laisse-moi deviner, le calculateur. Voilà, le calculateur, il est petit et fin, très On petit. dirait une puce d'ordinateur, il est juste là. Bon, il tient avec un Rislan, faut pas non commencer à chipoter, hein. Mais vous voyez qu'il est extrêmement fin et extrêmement petit. Donc ça, c'est le calculateur, le cerveau de la voiture. Parce que pour faire simple, pour vulgariser, le calculateur, c'est le cerveau de la voiture et le moteur, c'est le cœur de la voiture. Il y a une petite subtilité sur ce moteur-là, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous êtes jeune pour pas connaître, ou peut-être que vous connaissez pas rien à la mécanique. Dans les moteurs modernes d'aujourd'hui ou même à l'époque, on avait ce qu'on appelle les courroies de distribution. Les courroies de distribution, je pense que vous avez tous déjà vu, ou même si vous regardez un petit peu votre moteur, il est apparent des fois, bon des fois en dessous de la cache. C'est une courroie en caoutchouc qui fait faire fonctionner le moteur comme une courroie d'accessoire, donc c'est vraiment un truc rond, en sphère, en caoutchouc, renforcé avec du métaux dedans. C'est, on va vous en parler après, c'est pièce essentielle au moteur. Dans ce moteur-là, on a ce qu'on appelle une chaîne de distribution. Comparé à la courroie en caoutchouc que je vous ai expliqué, la chaîne est en métal. Donc c'est comme une chaîne de vélo, un peu plus renforcée quand même. Qu'est-ce que c'est une chaîne de distribution? Comparé à une courroie de distribution, la chaîne est plus souvent à l'intérieur du bloc moteur qu'à l'extérieur, donc pas visible. La différence entre une courroie de distribution en caoutchouc et une chaîne en métal, déjà il y a le poids, elle est plus lourde, donc c'est pour ça que ça consomme un peu plus. Ça sert à relier le vilebrequin à l'arbre à cames, donc transmettre la puissance via l'accélération. Une chaîne comparée à une courroie baigne dans l'huile pour la lubrification, parce que c'est du métal, c'est pas du caoutchouc. Elle ne baigne pas directement dans le carter d'huile en bas, mais elle a un carter dit de distribution pour toujours alimenter la chaîne en huile. Donc comme je disais, le pignon vilebrequin se trouve en haut du moteur, la chaîne part de là et fait la liaison, donc la synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames, ce qui va transmettre à d'autres pièces l'énergie nécessaire, génère un mouvement et la voiture s'en va. Elle part. La courroie de distribution, faut pas du tout confondre ça à la courroie d'accessoire. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, je vais même vous la montrer. Voilà, donc là, vous voyez la courroie d'accessoire. La courroie d'accessoire, elle ne sert pas à faire avancer le véhicule ou faire la synchro de je ne sais quoi. Elle sert généralement à créer l'énergie nécessaire à la voiture, l'énergie
électrique, notamment en rechargeant la batterie via l'alternateur. Elle sert aussi à la pompe à eau et elle peut servir aussi, si vous en avez, à la clim. C'est avec le mouvement du moteur que tout ça se crée. Mais il ne peut pas fonctionner indépendamment de la chaîne de distribution. Voilà. Quand le moteur va retourner, ça va faire tourner une pièce qui s'appelle l'alternateur. C'est ça qui va permettre aux composants de se fournir en électricité et en même temps de recharger la batterie. Mais du coup, vous allez me dire pourquoi on met des motorisations à chaîne. Ça ne se fait pas beaucoup, mais il y a des points forts. C'est-à-dire que techniquement, une chaîne, vu que c'est pas du caoutchouc, ça ne s'use pas, techniquement. L'avantage de la chaîne, c'est que ça nécessite très peu d'entretien. On fait une vérif chaîne tous les 200 000, donc vous avez vraiment le temps. Les points positifs, c'est ça, la longévité. Techniquement, si vous faites tout ce qu'il faut, ça tient toute la durée de vie de la voiture, vous n'avez même pas besoin de la changer. D'ailleurs, de base, elle est conçue pour ça, c'est fait pour ne pas être changé et durer toute la vie de la voiture. Mais vous allez voir, il peut se passer des choses, il n'y a pas que des points positifs. Tout à fait. Alors les points négatifs de la chaîne de distribution par rapport à la courroie, il faut bien faire sa vidange moteur. Elle baigne dans l'huile, mais tous les 200 000 km, il faut bien vérifier la tension de la chaîne. Il y a aussi le point négatif du poids comparé à une courroie de distribution en caoutchouc. La chaîne, déjà, elle est plus longue, elle est en métal et elle pèse plus lourd. Ce qui veut dire aussi plus lourd au niveau avant, veut dire aussi surconsommation. Il y a un autre point aussi négatif par rapport à la courroie de distribution en caoutchouc, c'est-à-dire que la chaîne, si jamais elle devrait malheureusement, bon normalement ça arrive jamais, mais elle devrait notamment à s'user ou à s'endommager, le moteur commence à vraiment avoir une surchauffe, vous allez commencer à avoir pas de puissance et notamment si vous voulez intervenir, bon si vous faites chez un garagiste, le mécanicien il faut quand même qu'il a des grandes connaissances en ça. Et si vous le faites vous-même, moi je vous souhaite bonne chance parce que je le ferai pas personnellement. Non, mais bon sur ces moteurs là ça va encore, mais vous prenez une moteur moderne d'aujourd'hui qui a une chaîne, je vous souhaite bonne chance vraiment pour faire une chaîne. Après l'autre point négatif aussi, si elle viendrait à malheureusement casser, c'est comme je disais avant. Ah, c'est le pire des cas. Voilà, c'est le pire des cas. Là, l'intervention va vous coûter déjà beaucoup d'argent. Donc c'est soit quitte ou double, tout dépend du mécanicien. Mais elle va commencer à coûter extrêmement cher. À contrario de la courroie de distribution en caoutchouc, elle, vous savez, entre guillemets, quand la changer. Donc tous les 5 ans, tous les 100 000 km. Vous savez qu'à peu près, ah bah là, il faut que peut-être penser à changer ma courroie de distribution. Comme je disais, le coût de remplacement d'une chaîne est très cher, donc ça va soit du kit, soit du double. Entre 500 et 1000 euros pour une intervention. Et voilà, mesdames et messieurs, pour ce magnifique moteur de cette Polo K. Tout de suite, on va passer à l'essai routier. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans la Polo. Alors déjà, qu'est-ce que tu en penses de l'intérieur? Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est une bonne petite citadine, hein? Franchement j'aime bien l'intérieur, il est simple mais fonctionnel. Bon, là, mesdames et messieurs, on est un petit peu dans des chemins boueux, donc Si ça tremble c'est normal. si ça tremble, c'est normal. Hein. Alors, que dire sur cette voiture? Déjà, elle se roule hyper bien, elle est confortable, je trouve. Alors, tu vas tester après, mec, parce que quand je l'ai repris en main, les freins, malgré que c'est 2 freins à disque à l'avant, 2 freins à tambour à l'arrière, ça freine. Je te jure que c'est vrai. Je peux pas trop te montrer parce qu'il y a une voiture derrière. Après des freins à disque, si c'est changé récemment ça freine bien. C'est les freins à tambour je serais partagé. Franchement Franchement, ça freine hyper bien. bien sûr on a des compteurs basiques hein, sur ce genre de véhicule. On a compte-tour à gauche, compteur vitesse à droite et au milieu entre les deux on a clignotant gauche, clignotant droite, température moteur et jauge d'essence. À gauche en dessous du compteur on a l'heure. Et en dessous du compteur vitesse, on a les kilomètres. Alors comme vous voyez là devant, il y a tous les commodos, hein, donc il y a l'airbag off en cas où vous avez un bébé à l'avant. Vous avez les warnings, le dégivrage des vitres avant. Là on a tout ce qui est chauffage avec le dégivrage de la vitre arrière. On a la clim dedans. L'autoradio du Seigneur, pas d'origine. Et après c'est un petit peu tout ce qu'on a là-dessus. À ma foi après c'est très bien parce que c'est simple. Alors niveau direction, souple, mais en même temps un petit peu ferme quand même. Tu sens quand même le poids à l'avant. Il y a quand même un gros surpoids à l'avant. C'est ça qui fait aussi la consommation. Vu que c'est une traction, tout le poids est à l'avant, donc c'est pas très bien. C'était ça aussi. Il y avait beaucoup aussi de problèmes par rapport à cette voiture. Il y avait aussi beaucoup de gens qui la critiquaient à cause de ça justement, à cause de la consommation. C'est une voiture qui est lourde. C'est une voiture dans les montées, vous allez consommer votre trace pour pas avancer. Il y avait aussi beaucoup, et moi je l'ai aussi connu notamment sur cette voiture. Il y avait aussi l'allumage qui n'était pas bon, c'est-à-dire que l'allumage ne venait pas ou avait du mal à venir. Il fallait souvent pomper sur le gaz avant que la voiture démarre. Et les pièces, ça venait peut-être des pièces aussi. Il y a eu des malformations d'usine, mais
en changeant les pièces, comme forcément ça venait de l'usine Volkswagen, c'était entre guillemets les mêmes merdes, si je pourrais dire ça. Même si tu foutais un allumage neuf de chez Volkswagen dessus, tu pouvais avoir des problèmes. Bah, donc vraiment pour démarrer le matin à froid, compliqué quoi. Hein. C'est aussi une voiture qui est pas du tout... Enfin, c'est aussi une voiture où on n'entend rien. On n'entend rien qui se passe, on n'entend pas le moteur. Moi je vous le dis, des fois je roule en campagne, hein, sur la route normale. Des fois je suis en quatrième, j'entends pas le moteur, je suis à 4000 tours. On n'entend pas le moteur. On n'entend pas le moteur. Dans des cas, une bonne insonorisation c'est bien, mais il faut quand même entendre ce qui se passe quoi. Parce qu'on va dire que les jeunes conducteurs ont tendance à regarder le compteur pour passer les vitesses, mais comme toi et moi, toi un peu plus, mais tu commences à être expérimenté, tu le fais au bruit en fait. C'est ça. Tu regardes plus ton compteur, tu regardes juste ton compteur pour la vitesse à la des fois, comme tu dis, moi je suis quelqu'un qui l'entend beaucoup au bruit. Comme là on n'entend rien, des fois je me dis mais merde, et je regarde mon compteur, je suis à 4500 tours. Alors pour parler un peu chiffres sur ce véhicule, on a les chiffres. Hein. Sur autoroute, on a à peu près aux alentours de 5 litres, ce qui ça va. Quand on va arriver en ville, c'est là que ça va devenir voilà. un peu plus compliqué. Donc on est entre du 8 litres et 8 litres 5 en ville, voire 9. Voire 9, on a litre 2. C'est énorme. C'est énorme, vraiment. Mais c'est vraiment pour une petite voiture, ça ne devrait pas atteindre ces chiffres-là. Quand on prend une petite voiture, c'est pour le côté économique, compact, facile à se garer et tout. Et quand tu vois que tu consommes autant qu'une berline d'un litre 4 de 98, les calculs sont pas bons, Kevin, au bout d'un moment. C'est un réservoir de 45 litres qui est aussi, je suis désolé, mais pas très élevé. Vu la consommation, vu le réservoir, vu tout ça, si vous faites que de la ville, mais que de la ville, pas de l'autoroute, vous faites 400 km. Vous faites 400 km avec un plein. Le problème, c'est que la consommation n'est pas adaptée à la capacité réservoir. Par exemple, moi, sur la A4, je consomme environ 8 litres au 100, mais j'ai 65 litres. La Twingo, elle consomme rien, elle a 40 litres de réservoir, celle qu'on avait fait sur la chaîne. Et là, on a la consommation de la A4, mais le réservoir de la Twingo. On va faire un départ arrêté à 50 km/h. Attention, pied au plancher. Je suis en 3e. Je passe la vitesse. On ne peut pas aller plus parce qu'on est au départemental. Comme vous avez pu le voir, l'accélération, ça manque de jus. Ça manque de jus, ça manque quelque chose. Vous le verrez, au moment de l'accélération, on était à 4000 tours au moment de passage de vitesse. En plus, c'est pas comme si on avait roulé pépère pour discriminer. Quoi. Après, le poids, la puissance, le rapport poids-puissance est médiocre. Alors c'est une boîte 5 rapports. Dommage d'ailleurs qu'on n'a pas une 6e parce que je pense que ça ferait baisser la consommation quand même pas mal. C'est aussi ça qui fait consommer beaucoup. Ah, maintenant, en fait, le problème de l'ingénierie de l'époque, c'est que maintenant, sur beaucoup de voitures lambda, on va dire qu'on a une 6e vitesse pour éviter la surconsommation. Mais à l'époque, les 6e vitesse étaient vraiment réservées aux voitures sportives. C'est pour ça, en fait, c'était ça le problème de l'époque. La voiture de Monsieur Tout le Monde, on va dire dans ces années-là, Golf, Audi, des boîtes 5. Donc du coup, forcément, quand vous arrivez sur l'autoroute, que vous êtes à 110, vous êtes déjà à 4000 tours. Pour moi, en résumé, c'est une très bonne voiture en jeune conducteur, même pour une voiture de tous les jours. Même pour quelqu'un tous les jours, hein, c'est une super bonne voiture. Bon, bah maintenant, ça va être à toi de rouler. Tu vas me toucher ce véhicule. Tu vas me donner ton ressenti. C'est parti. C'est à moi de piloter cet engin prévu pour la performance. Gros dégueulasse! Non, je suis aux commandes du... Il est des nôtres, il a calé comme les autres. Alors, pour une essence, l'embrayage prend hyper tôt. Mais c'est un truc de fou. Donc là, vous allez vraiment ressentir quelqu'un qui, pour la première fois, va la rouler. Bah, c'est ça en fait. Bon, après, la direction, le volant, je le prends comme ça en mode pincette. C'est comme ça que moi je teste. Non, la direction assistée, elle est très La DA, franchement. Mais il y a un petit côté ferme. Alors, il m'a dit les freins, frérot. On vient de sortir à la départementale, on vient d'arriver à Vie. J'ai fleuré. J'ai effleuré la pédale, on a failli s'arrêter. La réponse à la pédale est bonne. Pour rouler en ville, on va dire que ça suffit la puissance. Hein. Vraiment, c'est là où quand vous vous engagez sur autoroute ou quoi, que ça commence à manquer la puissance. Mais en soi, là, je suis tranquille en ville. Je passe la 4. Je suis à 2000 tours minute à 50. Ça se roule pépère. Bonne petite voiture compacte. La DA, elle répond. C'est souple, mais il y a une certaine fermeté. Donc voilà, je suis en 5.
Mais même en 5, les gars, je suis à 82-83 km/h. Je suis déjà à 2600 tours minute. Et là, c'est pour ça que je t'ai dit, il manque une sixième. Il manque une sixième sur ces véhicules. Non, c'est beaucoup. Franchement, on dirait qu'ils ont fait exprès pour qu'elle consomme, c'est pas possible. Pour résumer, comme je dis, un petit côté contradictoire, là où elle est la moins polyvalente, c'est là où elle consomme le moins, là où elle est le plus, c'est là où elle consomme le plus. Mais en soi, c'est une bonne voiture agréable, ça se roule tout seul. Je pense que pour se garer, ça doit être pareil, ça doit être très manœuvrable. Par contre, vu l'embrayage, pour faire des marches arrière, mon rêve, ça pue. Mais voilà, à part l'embrayage qui est vraiment le point noir, les gars, ça prend trop tôt. Ça se roule bien. Une fois que c'est lancé, ça se roule bien. En résumé, très bonne voiture jeune conducteur, très bonne voiture pour tous les jours. Une consommation un peu plus élevée que la moyenne, très spacieuse, très lumineuse, bonne petite citadine. Voilà mesdames et messieurs, et maintenant ce test complet touche à sa fin. On est content d'avoir pu tourner un nouveau test complet. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo, c'est la récompense. N'oubliez surtout pas aussi à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. D'ailleurs, un petit point, on vous remercie parce qu'on a passé le cap des 50 abonnés. C'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est un petit palier atteint quand même. Sur ce, mesdames et messieurs, on vous dit à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao. Et abonne-toi, chacal. Ciao.